Une nouvelle fois, donc bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Girard. J'ai le plaisir de co-animer avec Sophie Pellet le groupe de travail Accès au marché. On se retrouve donc pour un webinaire sur association de patients et enjeux du Market Access. C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre des activités du groupe de travail d'Accès au marché en coordination avec la commission patients et soignants de France Biotech. Ça s'inscrit pleinement dans les activités du groupe de travail puisque vous le savez, une de nos missions est d'ouvrir l'accès à l'information pour nos adhérents, qui sont pour la majorité des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et c'est vrai que l'accès au marché, c'est quelque chose de complexe, de difficile, qu'il faut anticiper. Et un nombre important de nos actions consiste en fait à ce travail d'acculturation en faisant intervenir des experts ou en partageant de l'expérience. C'est un exemple typique. C'est vrai que nos entrepreneurs développent tous des produits innovants et quand ces produits s'adressent à des besoins majeurs qui sont insatisfaits, il y a vraiment un objectif commun entre les patients et les entreprises qui est de développer des solutions adaptées et de les rendre rapidement disponibles pour les patients qui en ont besoin. C'est un processus qui démarre très très tôt. Il ne s'agit pas simplement de la discussion du prix ou du remboursement, mais vraiment de travailler ensemble le plus tôt possible à développer des solutions qui sont adaptées pour les patients et les régulateurs et les payeurs. Donc, ça va être le sujet de ce webinaire et je tiens à remercier nos trois collègues qui se sont impliqués dans la préparation de ce programme. Marc-Antoine Chrétien-Climel, qui est avocat, Isabelle Bérard de Next Health et Sarah Lou Serrero de SGE Consulting, qui vont donc conduire ce programme dans l'heure, heure et demie qui vient. Pour votre information, ce programme sera également disponible en replay. Vous pourrez donc le voir après ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation et sans plus attendre, je passe la parole à Marc-Antoine. Bonjour à tous et bon, merci d'être si nombreux pour ce webinaire donc, dédié aux interactions entreprises du médicament et entreprises du dispositif médical. Et donc, on inclut évidemment les biotech et les medtech sur les implications de ces associations de patients dans les enjeux market access. Nous allons voir un certain nombre de points que vous voyez apparaître à l'écran pour vous faire une partie plus introduction et de rappel, puisque vous êtes très nombreux, donc il y a je dirais, des niveaux de connaissance de tous ces sujets-là qui sont assez variés, qu'on soit côté consultant, côté entreprise, et évidemment en fonction de la taille et de l'histoire de l'entreprise. Mais clairement, on voit tous que les patients sont désormais, finalement, il y a une approche patient qui est très centrique et que ça devient, et c'est devenu finalement au fur et à mesure de l'histoire un point stratégique essentiel dans la construction et dans le développement des produits. Donc, on va faire quelques rappels là-dessus, un peu historiques. On va définir finalement les points essentiels du cadre. Donc, ça, c'est plus ma casquette juridique, entre guillemets, sur quelles sont les différentes réglementations qui encadrent les associations de patients. Donc, vous verrez qu'en fait, on ne retrouve pas tellement la notion d'association de patients dans les textes, mais plutôt la notion d'usager du système de santé et sa place grandissante. L'idée aussi, c'est d'identifier la place et les rôles, le rôle, les places, on peut mettre tout ça au pluriel, des patients au sein des différentes autorités, parce qu'il y a désormais une vraie place au sein des autorités. Et puis, Sarah Lou gérera plus en détail cette partie-là sur les aspects medtech et dispositif médical, et Isabelle sur la partie pharma. Voilà un peu la répartition. Et je vous ferai un petit focus sur plutôt les interactions entre les entreprises et les associations de patients qu'on pourrait, en fait, selon la définition qu'on donne au Market Access, intégrer. Voilà, c'est un peu le plan moi je vais dérouler. Donc peut-être sur le contexte, il faut se rendre compte qu'en moins d'un siècle, finalement, on a vu la création des premières associations de patients. Et puis, comme la FM Téléthon, AIDS, même ACT UP, si on ose les nommer,
un grand nombre d'associations de patients qui se sont, je dirais, constituées. Et puis, les réglementations elles-mêmes ont évolué, puisque la loi Kouchner, donc du 4 mars 2002, qui a vraiment instauré l'agrément, et on va y venir tout à l'heure parce que ça a son importance dans la place et la possibilité pour ces associations de patients d'intervenir auprès des autorités. Donc, il y a l'agrément des associations de patients qui est intervenu en 2002 au niveau collectif. La loi HPST qui a instauré l'éducation thérapeutique dans le parcours patient et la loi Touraine donc de 2016 qui a vraiment confirmé et réaffirmé et la représentativité de ces associations de patients au sein des autorités. Alors, je vous disais aussi, Market Access, finalement, donc c'est quand même un webinaire qui est co-organisé par le groupe de travail Market Access de France Biotech et par le groupe de travail Association usagers et interaction avec les patients. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, dans le Market Access, finalement, il n'y a pas que l'évaluation du produit par les autorités. Le Market Access, finalement, ça va du développement du produit, donc des essais cliniques, de la définition de la population cible. Et donc, évidemment, ça commence par le patient, puisque sans patient, il n'y a pas d'initiative de l'entreprise. Et puis, évidemment, il y a la partie évaluation, que ce soit du DM comme des produits pharmaceutiques, avec des implications de ces patients au niveau de différentes autorités, que ce soit au niveau de l'EMA, donc évidemment au niveau européen, au niveau de l'ANSM, au niveau local. On fera un focus plutôt France, évidemment, même si on parlera de l'EMA, et des différentes autorités vraiment en charge plus de l'évaluation franco-française et de CEPS pour la partie prix, évidemment. Mais le market access, c'est aussi le post-market. C'est les études en vie réelle, c'est la pharmacovigilance et ce sont les partenariats, l'éducation thérapeutique. Donc, on voit qu'il y a une véritable implication des patients tout au long du cycle de vie du produit. Et c'est la raison pour laquelle ça nous paraissait essentiel de faire quelques rappels. Alors, sur le cadre, on va passer assez rapidement, mais c'est important quand même de remettre les bases. Je vous disais en introduction que finalement, dans le Code de la santé publique, qui est le code qui régit évidemment à la fois les médicaments et les dispositifs médicaux, on retrouve la notion d'association d'usagers du système de santé. On ne retrouve pas la notion d'association de patients. Mais évidemment, c'est un terme qui est après repris dans les différents codes éthiques, puisque vous savez qu'au-delà du code de la santé publique, donc dans lequel il y a cette notion d'association d'usagers du système de santé, vous avez un certain nombre de codes plus déontologiques, donc le code FPIA, qui est donc un code déontologique au niveau européen pour toute la partie toutes les entreprises du médicament, le code, les DDP, donc les dispositions déontologiques du CODEM, du LEM, du comité de déontologie du LEM, qui élabore un certain nombre de règles sur justement quels sont les principes qui peuvent régir les interactions et le rôle des associations de patients. Pareil, au niveau du dispositif médical, là c'est plus le code MedTech et le SNITEM potentiellement qui a pas de manière aussi affirmée que le LEM avec un code spécifique, mais qui reprend les grands principes qu'on va voir juste après sur les associations de patients et les interactions possibles. Il faut ne jamais oublier que d'autres réglementations connexes sont à prendre en compte dans le cadre des relations avec les associations de patients. Je vous ai indiqué 3 réglementations qui sont évidemment la réglementation sur l'information promotionnelle à destination du public, donc du grand public. Comme vous le savez que vous ne pouvez pas, en tant qu'entreprise, si vos produits sont prescrits ou pris en charge, faire de communication directe au grand public. Donc, il y a une réglementation spécifique là-dessus, qui est à prendre en compte aussi dans les partenariats, dans les interactions qu'on peut avoir. Et puis, évidemment, la loi qu'on appelait DMOS à l'époque, anti-cadeau, donc la loi maintenant d'encadrement des avantages, qui est une réglementation spécifique et qui, là aussi, borde un certain nombre de choses sur les interactions avec des professionnels de santé. Et la question se pose quand des associations de patients peuvent être aussi composées de professionnels de santé. Donc, il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir en tête par rapport à cette réglementation. Et également, pour le coup,
la loi sur la transparence des liens, qui, elle, vise directement les associations d'usagers du système de santé, dans la mesure où, dès lors où une entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé interagit avec une association d'usagers, elle doit rendre public un certain nombre d'informations. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ce rappel sur le cadre juridique? C'est parce qu'en fait, il y a quand même des principes communs, qu'on soit dans le dispositif médical ou dans la biotech, le médicament. Il y a quand même des grands principes généraux qui se dégagent et qu'en fait, on retrouve, et je vous en parlerai tout à l'heure sur la partie agrément des associations d'usagers du système de santé. C'est des grands principes qui sont dégagés des instances représentatives des différentes entreprises, mais que l'on retrouve aussi dans la réglementation sur les agréments des associations de patients. Donc, ils sont affichés à l'écran. Ce sont des principes qui peuvent paraître des principes de bon sens, mais auxquels il faut toujours revenir quand on parle d'association de patients. Donc déjà, quand on parle d'association de patients et éventuelle interaction avec ces associations entre une entreprise, il faut des objectifs précis. Dans ce sens-là que vous ne pouvez pas vous engager d'une manière, je dirais, hasardeuse ou tout simplement, je vais avoir une interaction sur tel ou tel. Il faut un projet précis. Vous devez avoir un objet précis, un projet précis pour que l'interaction rentre dans un cadre. Ça répond aussi à l'obligation d'avoir un accord écrit entre l'association et l'entreprise dans le cadre de ces interactions. Vous voyez qu'on retrouve le terme de transparence, qui est donc aussi à la fois la transparence au sens transparence des liens, mais aussi transparence vraiment sur les aspects financiers, et on en parlera sur l'agrément. La transparence, on doit savoir comment est financée une association. Et une question qui vient souvent, c'est mais comment est-ce que l'association, comment est-ce que moi, entreprise, je peux m'assurer que quand je vais avoir une interaction avec une association de patients, je ne suis pas le seul et on ne va pas finalement remettre en cause la légitimité de cette association. Alors, le principe de la transparence, c'est justement pour que les liens d'intérêt qui ne sont pas des conflits d'intérêt, on ne cesse de le rappeler, permettent ces interactions et qu'elles soient publiées, de façon à ce qu'il n'y ait pas justement de choses cachées, qu'on ne vienne pas nous opposer un manque d'impartialité dans la relation. Et ça va de pair avec le principe d'indépendance ou de non-exclusivité, c'est-à-dire que dans nos grands principes déontologiques, doivent être financées les associations de patients sur un projet ou sur plusieurs projets. En tout cas, il faut qu'il y ait une pluralité de partenariats avec les entreprises de la santé, de façon justement à ce qu'on participe de cette indépendance et qu'il n'y ait pas, là encore, de remise en cause de l'impartialité. Le respect, en fait, dans le sens où chaque partie, que ce soit l'entreprise ou l'association, finalement, doit pouvoir être respectée dans ses points de vue, dans ses idées. On parle souvent à ce moment-là de l'indépendance éditoriale aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que telle association bénéficie d'un soutien par une entreprise qu'elle doit orienter, vous voyez ce que je veux dire, telle ou telle publication. Et on est vraiment dans une logique de soutien et d'objectif finalement dans l'orientation de la relation. Et ça va également de pair avec le principe de non-ingérence et de non-interférence, mais qui là, il faut le lire, ce principe, plutôt dans la relation que peut avoir le patient ou l'association de patients avec le personnel soignant, avec la prise en charge. Et c'est un principe qui donc, où les entreprises ne doivent pas interférer et évidemment ne doivent pas utiliser cette relation pour favoriser la prescription, la délivrance des produits de santé. C'est des principes assez essentiels et qui se dégagent tant pour les entreprises du médicament que pour les entreprises du dispositif médical. Je crois qu'il y a une question, si la personne veut la poser éventuellement sur cette slide. Voilà, vous donnez le cadre juridique pour la relation avec les associations de patients. Qu'en est-il avec la relation directe avec un patient? Alors, là, il y a effectivement, c'est une bonne question. Là, on est sur un webinaire qui est plutôt axé association de patients. Alors, certaines entreprises peuvent avoir des relations directes avec des patients.
évidemment, c'est vrai que c'est un autre thème qu'on ne va pas forcément aborder aujourd'hui. En matière d'entreprise du médicament, vous savez qu'il y a un principe dans le Code de la santé publique qui interdit qu'il y ait des relations directes avec un patient. D'accord ? Pour autant, on voit de plus en plus se dégager ce qu'on appelle des patients experts. Et donc, il y a des relations possibles avec ces patients directs et des entreprises. Mais donc là, voilà, c'est pas tellement notre... Là, on est vraiment, nous, sur le rôle des associations de patients aujourd'hui, mais on pourra évidemment développer ce point si vous le souhaitez. Alors, là, je voulais vous faire un peu de teasing sur les éléments qui vont être développés par Sarah Lou et Isabelle sur la place des associations de patients et des patients auprès des autorités de santé. Il faut savoir que désormais, donc depuis la loi Touraine, vous avez une place obligatoire, entre guillemets, des associations de patients au sein des autorités. Mais ce ne sont pas n'importe quelle association de patients qui peuvent intervenir auprès de ces autorités et qui ont leur place désormais, parce que comme vous le voyez, par exemple, au niveau de la Commission de la transparence ou de la CNEDIMS, il y a 2 titulaires et suppléants qui représentent des associations de patients et qui participent au processus de décision. Je vais revenir là-dessus parce que c'est important. En termes de démographie des associations de patients, il y a plus de 2000 associations de patients en France. Toutes ne sont pas agréées et donc toutes ne peuvent pas participer je dirais, être représentées au niveau des autorités. Les seules associations qui peuvent agir au niveau des autorités sont les associations qui sont agréées. Et donc, il y a une commission spéciale qui s'appelle la Commission nationale d'agrément, je vous passe parce que c'est très long, d'usagers, etc., qui permet finalement de solliciter, en tant qu'association d'usagers du système de santé, un agrément sur la base d'un dossier et d'un certain nombre de critères qui sont, en résumé, l'activité effective et publique de l'association en faveur des patients dans telle pathologie ou thérapeutique, des actions de formation et d'information, un niveau de représentativité soit national, soit régional, puisqu'il y a 2 niveaux d'agrément. Il y a un niveau local qui se demande à l'Agence régionale de santé et donc qui est pris par la Commission nationale d'agrément sur avis conforme du directeur général de l'ARS. Et pour les agréments au niveau national, c'est un avis conforme du ministère de la Santé. Donc, vous voyez que c'est quand même, il y a tout un processus pour la demande d'agrément qui assoit la légitimité de ces associations pour qu'elles puissent intervenir au sein de ces autorités. Donc, peut-être en résumé, parce que ça va être détaillé après, vous avez des patients qui sont représentés au niveau de l'ANSM, que ce soit au niveau du comité d'interface patient, du comité scientifique permanent ou du comité temporaire. Vous avez dans les différentes commissions de la HAS, la Haute Autorité de Santé, que ce soit la Commission de la Transparence, la CNEDIMS, la CESP, donc qui est la Commission économique et de santé publique, le CEU qu'on connaît moins, ça je vous ai mis la petite étoile, qui est le Conseil pour l'engagement des usagers, des titulaires permanents, donc qui participent à la décision. Il y a également dans ces autorités la possibilité d'auditionner des experts ou d'autres associations de patients, pour le coup, qui, elles, ne sont pas agréées. D'accord ? Et puis, il y a aussi toute une partie qui, finalement, vient à l'initiative des associations, qui, elles, n'ont pas besoin d'être agréées pour contribuer, faire des propositions sur les programmes de travail de la HAS, par exemple. Vous savez qu'il y a des contributions au niveau de ce qu'on appelait ex-ATU, qui sont donc l'accès précoce, l'accès compassionnel. Et puis, au niveau du CEPS, il y a aussi un avis consultatif, on va l'appeler comme ça, des associations de patients. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principaux points sur l'action des associations de patients au niveau des autorités. Et puis, peut-être pour le focus plus, donc dans ma définition un peu large du market access, les interactions avec les associations de patients entre les entreprises et ces associations. Là, on est plus sur des principaux types d'interactions qu'on vous a résumés pour simplification. On a tout ce qu'on appelle convention de don de libéralité
dans le cadre de financement de projets, que ça soit de la formation, de la recherche, des objets précis, pour reprendre nos principes qu'on a vus tout à l'heure, des financements dans le cadre d'événements, d'hospitalité, en gardant les principes généraux qui sont, on est dans des événements scientifiques, des événements patients, on n'est pas dans des événements loisirs. Évidemment, je dis des choses qui peuvent paraître peut-être évidentes pour certains, mais je vous rappelle que c'est important de mettre les choses bien à plat. Il y a toute la branche des interactions qu'on appelle partenariat, dans lequel, pareil, il peut y avoir des projets, mais où l'entreprise a une contrepartie nécessaire, puisque dans le cadre du don, vous savez, il n'y a pas de contrepartie. Donc, dans le cadre d'un partenariat où on peut favoriser la mise en place d'un événement, pour l'éducation thérapeutique, par exemple, il y a des choses qui peuvent être mises en place, puisque les entreprises peuvent soutenir ces programmes, et puis des interactions plus liées à des prestations de services, rédaction d'articles, formation. On voit de plus en plus d'associations de patients qui interagissent avec des entreprises dans le cadre d'immersion, de formation justement des opérationnels, pour bien comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent au niveau des pathologies. Voilà en résumé quelques mots. Un peu une longue introduction, mais donc certains points vous êtes détaillés par Sarah Lou, et donc c'est Isabelle. Alors il y avait un schéma, mais que vous aurez dans les slides, qui est plus un outil d'aide dans le cadre des interactions, que je vous ai résumé pour aller de la définition du projet jusqu'à son exécution, qui sont un peu des bonnes pratiques, mais c'était plus dans l'idée que vous l'ayez quand vous reprendrez les slides. Plus que pour en discuter à ce jour. Mais voilà, c'était des rappels pour que les projets soient validés et les bonnes questions à se poser. Est-ce que vous avez peut-être une question avant qu'on attaque, si vous voulez? Et puis, il y aura des questions-réponses par la suite, bien sûr. Il y a des questions, Marc-Antoine, dans le chat et dans l'onglet questions. Oui. Ok. Alors, je vois. Si le financement des associations vient essentiellement des sociétés pharmaceutiques, à un moment donné, l'indépendance des associations sera un point délicat pour les associations, les sociétés et le public. Alors, je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire, mais donc je vais le repréciser. Et puis, c'est aussi, alors je ne sais pas si la personne qui a posé cette question est le côté industrie, côté usager, en tout cas, la position est claire des associations de patients, a fortiori s'il y a cet agrément, puisque dans l'agrément, la partie indépendance financière et transparence des financements est essentielle. C'est-à-dire qu'une association agréée, et s'il y avait une recommandation éventuellement pour les sociétés medtech, biotech, qui se posent des questions sur avec quelle association je peux, comment vérifier finalement que l'association avec laquelle je souhaite travailler avoir des garanties. Une association qui est agréée, elle a justement un agrément, donc une sorte de validation de son indépendance vis-à-vis des entreprises privées, on va dire, quand vous citez société. Parce que cet agrément et cette indépendance financière, elle est nécessaire, et donc elle est à la fois rappelée dans le principe de l'agrément et à la fois dans les principes déontologiques. Et dans les principes déontologiques que je vous ai rappelés, il y a le principe de non-exclusivité, de ne pas avoir qu'une seule association de patients, une association qui n'a qu'un seul partenaire industriel. L'idée, c'est d'avoir une pluralité de... Les associations, en pratique, vous savez, elles ne vivent que par des financements et des partenariats. Ce sont des organismes qui sont à but non lucratif et qui sont là pour soutenir les patients et les aidants et les familles. Voilà, je pense que... Et puis, est-ce qu'il y a une autre question que je ne vois pas? Par rapport à France Asso Santé. Oui. C'est dans le chat, en fait. Qui mandaterait l'une des associations, de ces associations adhérentes pour faire partie des instances. Oui, alors ça, disons que France Asso Santé, ça rassemble de mémoire à peu près 90 associations en France, avec un certain nombre de collèges, patients, handicap, familles, etc. Donc, c'est un rassemblement d'associations. Et donc, en principe, les associations qui sont dans France Asso Santé sont des associations qui sont agréées.
sais pas si ça répond à la question. C'était plus une question de domination des associations de patients dans le cadre des différentes instances. La question est-elle? Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Isabelle, si tu as un avis là-dessus. Moi, je n'ai pas trop d'avis sur le. Franchement, je ne pense pas que France Asso Santé, ce soit elle qui désigne les associations de patients qui doivent contribuer aux différentes instances. Non. Donc ça, c'est mon point de vue. Non, c'est juste que forcément, ils sont très représentatifs parce qu'effectivement, Oui, ils rassemblent beaucoup d'associations. mais c'est souvent ouvert, hein, la contribution, enfin pas la contribution, mais la participation à différentes instances, c'est souvent ouvert et les associations de patients peuvent postuler Oui. si elles sont agréées, bien sûr, si elles sont dans les conditions dont on a parlé juste précédemment. Alors, concernant, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va faire un point sur l'implication des associations de patients dans le cadre de l'évaluation. Là, on est vraiment sur les médicaments. Sarah Lou fera la partie dispositif médical après. Donc, j'ai juste fait un petit rappel parce qu'on a parlé effectivement. Alors, j'ai mis patient pour être mais c'est patients et associations de patients. Là, j'ai pas distingué. En tout cas, on voit que les patients sont vraiment partie prenante de l'ensemble du cycle de vie du médicament parce que effectivement, c'est dès les phases cliniques de développement 1, 2 ou 3, les patients sont au cœur en tout cas de la validation de l'intérêt du médicament, puisqu'ils participent aux essais cliniques, ils donnent des consentements. Alors, l'idée, c'était vraiment de dire que dès la phase clinique, évidemment, le patient intervient, et puis tout au long du cycle de vie du produit. On a même vu des critères, donc les PREMS, les PROMS, les études en virel, etc., donc en phase post-lancement. Mais c'est vrai que c'est une place qui est grandissante. Je ne sais pas si je peux reprendre la main pour passer les slides. Voilà, peut-être rappel sur. On va attendre qu'elle. Je ne vais pas prendre sa partie, mais c'est pour ne pas vous laisser patienter dans le vide. Sur les étapes de l'accès au marché du médicament. C'est un rappel, hein, mais ça permet peut-être de faire tampon le temps qu'Isabelle revienne. Donc, vous savez, donc, au niveau du médicament, on a l'autorisation de mise sur le marché. Donc, quand c'est une AMM européenne, il y a différentes procédures, notamment l'AMM centralisée en matière d'oncologie. Et puis, en revanche, la partie accès précoce et donc le fait que des patients puissent avoir accès avant l'évaluation, je dirais, par l'autorité de santé et la fixation d'un prix par le CEPS, vous avez donc les régimes dérogatoires à l'AMM, que sont l'accès précoce, l'accès compassionnel, qu'on appelait ATU nominative, ATU de cohorte précédemment, les extensions d'indication, et dans lequel il y a un accès privilégié en fait, à certains patients en dehors des études cliniques. Ça, c'est les premières étapes de l'accès au marché. Une fois que vous avez votre autorisation de mise sur le marché, que vous ayez un régime dérogatoire à l'AMM ou pas, si vous passez, et donc nous sommes tous autour de ce webinaire sur des produits qui ont vocation à être pris en charge compte tenu de leur caractère innovant et de leur population cible. Donc, il y a une évaluation par la Haute Autorité de Santé et en fonction de certains critères, notamment de chiffre d'affaires attendu, en fait, d'impact économique et du niveau d'ASMR, donc qui est l'amélioration du service médical rendu. Il y a aussi un avis de la CESP, donc la Commission d'évaluation économique et de santé publique, qui peut être rendu. Et c'est là que des patients peuvent interagir et avoir leur rôle dans le cadre de cette évaluation. Alors, Isabelle propose que l'on fasse la partie médicaments. Ah, Isabelle revient. Voilà. Isabelle, je me suis permis de légèrement commenter cette slide en attendant que tu te reconnectes. Voilà. Alors, on va intervertir les présentations peut-être et puis Isabelle reprendra sa partie si ça vous convient. Vas-y, Sarah Lou. Alors,
Pardon. Donc, du coup, là, on va passer à la partie dispositif médical, donc le rôle des associations de patients dans le cadre de l'évaluation des technologies de santé. Donc, juste un bref rappel, parce qu'on va surtout se focaliser sur la LPPR. Donc, la LPPR, c'est la liste des produits et prestations remboursables. C'est la liste sur laquelle sont inscrits les technologies de santé à usage individuel et qui sont donc remboursées par la sécurité sociale. Donc, en amont, on fait le parallèle, on n'est plus dans l'autorisation de mise sur le marché, mais il faut le marquage CE pour pouvoir donc être commercialisé en Europe et donc sur le marché français. Ensuite, pour pouvoir prétendre à un remboursement, il faut déposer un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé. Donc là, je parle du nom de marque, pour une évaluation par la CNEDIMS. Donc, c'est la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Plus ou moins une évaluation par la CESP, donc pour l'évaluation médico-économique. Alors, normalement, ça aurait dû vous être présenté par Isabelle, du coup, je ne reviens pas spécialement dessus, mais je pourrais vous en dire quelques mots. Ce qui est beaucoup plus rare, en fait, je ne suis pas revenue dessus parce que dans le dispositif médical, des évaluations médico-économiques, il y en a très, très peu. Les critères sont donc, ont récemment évolué, mais c'est surtout qu'il faut faire un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros à l'année 2 de commercialisation. Et pour les dispositifs médicaux, ça reste quand même beaucoup plus rare que pour les médicaments. Il y a notamment les TAVI, par exemple, qui en font partie. Une fois qu'on a un avis HAS favorable, on passe à la négociation économique avec le Comité économique des produits de santé, le CEPS, et ensuite il y a l'arrêté d'inscription. Donc de la même manière, on va voir en fait à quel moment on peut faire, une association de patients peut intervenir dans ce process. Donc, quel est le rôle des associations de patients au sein de la Haute Autorité de Santé? Alors, je vous parlais de la CNEDIMS, donc la commission qui est en charge d'évaluer les technologies de santé et les dispositifs médicaux. Donc, dans cette commission, il y a 22 membres qui sont titulaires et 7 suppléants. On peut voir l'importance des représentants des associations d'usagers parce que le vice-président de la commission est Pascal Sellier, qui est le président et fondateur de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés. Donc, c'est un représentant des associations d'usagers. On voit qu'il a un rôle majeur puisqu'il est vice-président de cette commission. Il faisait déjà partie de la précédente. Il a été renouvelé, mais du coup, il a pris un rôle plus important. Et en tant que membre, on a 2 membres, donc une membre permanente et une suppléante. Donc, de manière permanente, il y a 2 représentants des associations d'usagers au sein de la commission qui siègent et qui ont un droit de vote. Donc, ça montre effectivement, alors par rapport aux 22 membres, ils sont forcément minoritaires, mais ça montre quand même l'importance donnée aux associations d'usagers. À leurs représentants. Donc là, je vous ai parlé des représentants des associations d'usagers qui ont la possibilité de voter pendant les commissions quand les dossiers passent en commission pour un remboursement ou non. Ensuite, en amont, si on revient juste pendant l'évaluation d'un dossier de demande d'inscription sur la LPPR, donc l'industriel soumet le dossier et la Haute Autorité de Santé va pouvoir solliciter une association d'usagers ou de la même manière, les associations d'usagers agréées ont la possibilité de fournir en fait une consultation lors de l'évaluation d'un dispositif médical. Alors, il faut savoir que toutes les évaluations des dispositifs médicaux sont ouvertes à consultation uniquement lorsqu'il s'agit de demandes complètes. C'est-à-dire que s'il s'agit, il y a des possibilités, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais pour lesquelles on peut déposer un dossier allégé. Par exemple, s'il s'agit d'un renouvellement d'inscription ou si on demande l'inscription d'un dispositif pour lequel il existe déjà des dispositifs similaires, qu'on ne présente pas de nouvelles données cliniques, etc. Dans ces cas-là, ces dossiers-là ne sont pas ouverts à sollicitation des associations de patients. Par contre, pour tous les dossiers complets, c'est le cas. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir recueillir directement les avis des associations de patients
Et de plus en plus, on voit effectivement dans les évaluations des technologies de santé que la qualité de vie prend de plus en plus d'importance, effectivement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 6 associations d'usagers qui ont déposé une contribution en 2021. Donc, bon, on est encore sur une faible, on va dire, quantité comparativement au nombre de dossiers qui sont évalués par an. Et par contre, la HAS a sollicité 21 associations d'usagers en 2021. Donc, pour avoir leur avis sur des technologies de santé. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est public, c'est-à-dire qu'il y a une page sur le site de la HAS où on peut voir tous les dispositifs médicaux qui sont ouverts à la consultation. Donc, par exemple, là, j'ai fait une capture d'écran de 4 dispositifs. Vous avez la date jusqu'à laquelle il est possible de déposer une demande. Et en fait, les associations agréées ont à remplir un formulaire et déposer leur contribution. Toutes les anciennes contributions sont disponibles et accessibles publiquement sur le site de la Haute Autorité de Santé. Donc, tout est public. Alors, il y a également un droit d'alerte des associations de patients. Donc, on est toujours sur les associations de patients agréées, donc au titre de l'article 161-37 du Code de la sécurité sociale. Les associations de patients et d'usagers ont la possibilité de saisir la Haute Autorité de Santé. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, on va dire. Si une association d'usagers souhaite alerter la HAS ou la saisir sur tout sujet concernant la santé, elle peut le faire au travers du service engagement des usagers. La Haute Autorité de Santé reçoit un accusé-réception et donc vérifie forcément l'agrémentation de l'association. Et ensuite, elle va instruire la demande et analyser la recevabilité de ce droit d'alerte. Donc, ces 3 étapes prennent environ 2 mois. Ensuite, la HAS se prononce si oui ou non elle a la compétence dans le domaine. Donc, c'est le collège de la HAS donc, qui reprend le président de chaque commission de la Haute Autorité de Santé qui se prononce. Si elle l'a, elle va auditionner l'association de patients et sinon, elle va rediriger vers les services compétents. Alors, j'entends plein de... Je ne sais pas si il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. J'entends plein de bruit. Alors, donc, je vais peut-être revenir... Alors, je n'ai pas de slide du coup, mais rapidement pour en discuter par rapport à la Commission d'évaluation économique et de santé publique, la CESP. Du coup, il y a aussi 2 représentants qui siègent à la CESP, d'associations d'usagers, qui ont également le droit de vote, et donc qui peuvent aussi, au même titre que pour la CNEDIMS, qui participent aux commissions. Donc, Isabelle, si elle arrivera à se connecter... Oui, on a trouvé un moyen technique qu'elle puisse reprendre la main. Okay, donc, elle vous en parlera tout à l'heure, comme elle en parle. J'en ai pas reparlé pendant ma présentation pour pas faire doublon. Et comme je vous le disais, ça concerne quand même majoritairement les médicaments et beaucoup moins les dispositifs médicaux. Donc là, on a vu la partie évaluation et inscription d'un dispositif médical sur la LPPR, mais il y a aussi tout ce qui est acte professionnel, où les associations de patients ont également leur rôle. Alors, les actes professionnels, donc, ils peuvent être de 3 types, inscrits sur 3 listes différentes. Il y a la NGAP, qui est la nomenclature générale des actes professionnels. Ce sont par exemple les actes infirmiers pour les chirurgiens dentistes, par exemple. La CCAM, qui est la classification commune des actes médicaux. Donc, ce sont tous les actes de médecine, chirurgie obstétrique. Et la NABM, qui est la nomenclature des actes de biologie médicale. Donc, normalement, il y a 2 manières, je vais y revenir après, de demander une création d'acte professionnel. Il y a plusieurs manières, mais pour une demande, c'est soit par un conseil national professionnel, donc, qui est l'équivalent, qui regroupe toutes les sociétés savantes d'une même aire thérapeutique, soit une association de patients et d'usagers. Par contre, il faut qu'elle soit, encore une fois, agréée, peut solliciter une demande de création d'acte professionnel.
Donc, en pratique, comment ça se passe? Alors, Donc, juste Sarah Lou, oui. peut-être juste avant que tu enchaînes là-dessus, Ouais. il y a trois questions. Il y a bonjour, je suis je pense juste des petites incompréhensions, des précisions auxquelles je vais peut-être répondre pour que ça puisse bien continuer. Je suis étonné que seules des associations agréées peuvent soumettre une contribution. Non, toute association peut soumettre des contributions. C'est pour siéger au sein des commissions qu'il faut être agréé. Voilà, pour ce point de clarification. Ensuite, vous avez une question sur est-ce que les associations de patients qui interviennent à la HAS sont tenues de ne pas travailler avec des laboratoires pharmaceutiques ou des startups biotech, medtech? Non, comme je vous le disais, donc les associations qui interviennent à la HAS sont des associations agréées dont l'indépendance est assurée par leur agrément. Donc, elles peuvent naturellement, et en fait, ça fait partie des financements nécessaires pour des associations de patients, d'avoir des soutiens industriels, que ce soit pharma, DM ou start-up, ça peut être dans l'intelligence artificielle, l'e-santé, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et après, une autre question qui est peut-être un peu plus précise, c'est quid d'une pathologie où la seule association existante n'est pas agréée? Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent dans les maladies orphelines. Alors, souvent, quand même, les associations de maladies orphelines sont agréées, parce que dans les critères qui est l'activité effective et publique en faveur des maladies, qui est un des critères de l'agrément, nécessairement, après, il y a évidemment il y a deux choses. Il y a l'agrément de façon à pouvoir siéger, et puis il y a être une association qui a le droit de contribuer. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'agrément. Je réponds à la première question. Et donc, une association qui ne serait pas agréée, mais sur une pathologie où c'est la seule association, et on le voit évidemment en fonction de l'ère thérapeutique, ça arrive de plus en plus, et c'est un vrai sujet, qu'il n'y ait qu'un seul expert dans la matière ou qu'il n'y ait qu'une seule association de patients dans la matière, parce que ça représente une population cible de quelques centaines de patients. Et à ce moment-là, cette association, elle ne va pas siéger au sein de la commission, mais évidemment, elle pourra participer, et puis elle pourra aussi être consultée par les autorités, que ce soit dans la demande de création d'un acte ou dans l'évaluation d'un DM ou d'un médicament. Il y a une dernière question, et puis après, on va continuer, laisser Sarah nous continuer. Les laboratoires peuvent-ils faire du lobbying pour faire soutenir leurs produits par l'association et donc influencer la HAS? Alors, cette notion de lobbying, ça dépend ce que vous voulez dire par là. Pour moi, le point, après, je laisse éventuellement Sarah Lou dire ce qu'elle en pense, on va te couper, mais en fait, il faut mettre les choses peut-être dans le bon ordre, c'est-à-dire que les entreprises qui développent des produits de santé, que ce soit du médicament, de la technologie médicale, leur but primaire et principal, c'est quand même de régler des problèmes de santé et venir en aide aux patients. Pour régler des pathologies, alors, surtout dans les maladies orphelines, qui sont donc des maladies où il n'y a pas de thérapie. Donc, est-ce que l'association, le but d'influencer la HAS, alors en fait, il faut prendre ça peut-être au sens noble, c'est-à-dire l'objectif, c'est qu'effectivement, la HAS, elle prenne en charge des produits pour lesquels, des produits qui sont donc innovants et pour répondre à un besoin thérapeutique. Il y a les critères. La HAS, on ne va pas l'influencer dans le sens péjoratif, mais on va lui donner de la connaissance sur la qualité de vie, sur le ressenti patient. Donc, c'est aussi l'objectif de ces partenariats entre associations et industriels, c'est que celui qui développe le produit, il a besoin, donc l'entreprise a besoin de bien connaître la pathologie et la vie de la pathologie du patient pour pouvoir mettre en avant, évidemment, des éléments qui seraient déterminants dans la prise en charge pour permettre l'accès aux soins, hein, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah. Mais... Oui, complètement. Je suis tout à fait alignée. Je pense qu'il faut faire tomber un peu cette image de pas surtout se rappeler qu'il ne faut pas confondre conflit d'intérêts et liens d'intérêts. Les liens d'intérêts, ils sont nécessaires. C'est-à-dire que sans les financements des entreprises privées, il n'y a pas de recherche. Il n'y a même pas de recherche publique aussi, puisqu'il y a des partenariats publics-privés.
Merci beaucoup Marc-Antoine. Du coup, alors si je continue, donc on revient donc à la demande de création d'un acte professionnel. En fait, une association de patients peut demander, formuler une demande tout du moins, pour que la HAS retienne à son programme de travail l'évaluation d'un nouvel acte professionnel. C'est une procédure qui est très longue pour ceux qui sont confrontés. Qui prend énormément de temps et ça peut aussi donc émaner d'une association de patients. Donc ça peut être aussi, enfin c'est vraiment les associations de patients ont un vrai rôle à ce niveau-là. Par exemple, donc je vous ai mis pareil une capture d'écran du formulaire qui est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé, qui est, on va dire, entre guillemets, plus light que si c'est un conseil national professionnel qui fait la demande sur la plateforme en ligne. Mais là, donc, il y a un formulaire, il y a une seule fenêtre de dépôt par an, normalement. Cette année, elle s'est terminée en juillet de mémoire. Et donc, l'association de patients remplit ce formulaire et demande à ce que la haute autorité de santé retienne pour l'année suivante à son programme de travail l'évaluation de l'acte professionnel. Ça ne veut pas dire que ce sera évalué favorablement, mais du moins, ça veut dire que la haute autorité de santé se penchera sur le dossier pour une éventuelle création d'acte. Enfin, je voulais aussi vous parler du programme de travail de la Haute Autorité de Santé. Alors, les associations de patients et d'usagers ont la possibilité de solliciter potentiellement aussi la HAS et participe également aux travaux de la HAS. Donc, que ce soit pour un produit de santé ou une prestation, pour tout ce qui est guide de bon usage et les recommandations de bonne pratique, et aussi tout ce qui est relatif à la qualité et à la sécurité des soins. Donc, la Haute Autorité de Santé, souvent, si vous regardez un document de la HAS, par exemple un guide, à la fin, il y a toutes les personnes qui ont participé, les parties prenantes, les personnes que la Haute Autorité de Santé a sollicitées. Et il n'est pas rare de voir aussi qu'une association de patients ou d'usagers a donné sa contribution et a participé donc à l'élaboration de ces recommandations. J'en ai fini pour ma partie. Alors du coup, je vais voir comment on revient. On va reglisser sur Isabelle. Ouais, je me remets dessus. Hop. C'est bon. Alors, juste peut-être la diapo d'avant, on va peut-être repartir d'où j'en étais. Voilà, j'en étais. Alors, comme ça, je suis désolée vis-à-vis de tout le monde pour le problème de connexion. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, on était sur l'évaluation des médicaments au niveau, en tout cas, réglementaire avec l'AMM. Donc, vous allez voir que ce soit au niveau de l'EMA ou de l'ANSM, on a effectivement l'implication des patients dans ces différentes instances. On va le voir également au niveau du remboursement, mais là, vous avez déjà une bonne vision. Et puis aussi, dans la gestion du cycle de vie du médicament, on travers bien sûr des études en vie réelle, mais aussi tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle, quand on parle de PREMS ou de PROMS, donc que ce soit au niveau des résultats des soins ou de l'expérience patient, en tout cas l'expérience des soins, donc ça c'est pour les PREM, et donc ça commence à devenir des points importants dans la gestion du produit en post-marketing. On va revenir sur ces points-là. Donc, la diapo suivante, donc, je vais vous faire, il n'y a rien de nouveau, là, vous connaissez tous. Donc, c'est l'évaluation, les étapes de l'accès au marché en France pour le médicament. Donc, une fois qu'on a l'AMM, on est évalué au sein de la commission de la transparence et puis, ou de la CESP, qui émet également un avis d'efficience ou une analyse d'impact budgétaire dans des conditions particulières. Ensuite, la dernière étape, c'est vraiment la négociation du prix et vous verrez qu'il y a un accord cadre entre les associations de patients et le CEPS, effectivement, pas pour discuter du prix, bien évidemment, qui est confidentiel entre le CEPS et l'entreprise, mais en tout cas, les patients peuvent apporter leur point de vue au niveau du CEPS également. Diapo suivante. Donc, si on reprend l'ensemble du mécanisme d'accès au marché, donc au niveau de l'AMM, donc l'AMM, soit elle est octroyée au niveau européen par l'EMA, soit au niveau national par l'ANSM.
Et quand on regarde au niveau européen, il y a effectivement l'implication des associations de patients dans différentes commissions au niveau de l'EMA, notamment autour de tout ce qu'est la pharmacovigilance et l'évaluation du risque, donc avec dans les commissions comme le PRAC, certains d'entre vous doivent bien connaître, et puis autrement au niveau également des conseils scientifiques, des assistances au protocole d'études. Donc dans ces groupes, les associations de patients bien sûr reconnues au niveau européen sont également impliquées et elles sont aussi dans différentes initiatives pilotes qui a eu lieu au niveau du CHMP, où carrément là, ce ne sont pas forcément des associations de patients qui sont entendues, mais l'EMA consulte directement des patients dans le cadre d'auditions orales pour effectivement connaître leur point de vue du patient, ne serait-ce qu'au niveau de la maladie ou s'ils ont été dans un essai clinique du médicament concerné, peuvent être entendus. Donc il y a pas mal d'initiatives qui se font dans ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, de plus en plus, les patients sont impliqués même au niveau réglementaire. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les associations de patients sont suffisamment bien organisées maintenant pour influencer aussi la législation au niveau européen, notamment au niveau de la Commission européenne. Donc voilà, donc c'est un cadre un peu plus large, mais le patient est vraiment au cœur maintenant de tout ce dispositif d'accès au marché. Si on passe à la diapo suivante sur le marché français, donc l'agence réglementaire qui est la NSM, que ce soit Marc-Antoine ou Sarah Lou, je crois ils l'ont bien rappelé, effectivement, il y a l'implication des patients, des associations de patients dans toutes les instances, pratiquement toutes les instances de la NSM, que ça aille du conseil d'administration jusqu'au comité scientifique permanent ou le comité d'information sur les produits de santé, et également dans les commissions temporaires. Et il y a également un collège des conseillers médicaux et de patients. Donc, tous ont des objectifs différents, mais pour autant, ils sont impliqués dans toutes ces commissions. Et quand on regarde, en tout cas, sur les comités permanents, on voit qu'effectivement, ça regroupe pratiquement 40 représentants de ces patients d'usagers dans toutes les commissions, plus les autres commissions. Donc, vous voyez, il y a une forte représentation qui va de 1 à 3 représentants d'associations d'usagers dans toute la NSM. Donc, et ceci, alors on peut le constater, c'est assez récent. Alors, avant, ils y étaient déjà, mais cette nouvelle implication des patients, on la retrouve vraiment, et ça depuis 2019. Donc, c'est pas si ancien, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant au cœur de notre système. Sur la diapo suivante, on va retrouver on va retrouver l'accès précoce, parce que vous le savez, depuis le 1er juillet 2021, l'accès précoce a remplacé les anciennes ATU ou RTU, mais en tout cas, pour ce qui concerne les accès précoces, les contributions sont également sollicitées auprès des différents groupes de patients ou d'usagers du système de santé. Donc, agréés ou non, je reviens sur le fait que ce soit agréé ou non concernant les contributions. Donc, maintenant, il y a la possibilité, au même titre que sur un dossier d'évaluation, de contribuer également à ces accès précoces. Le même principe que pour le DM et que pour l'évaluation en tant que telle, sur l'accès précoce. Les dossiers sont ouverts sur le site de l'HAS. Pareil, j'ai une petite capture d'écran qui montre l'ouverture des derniers dossiers. Et puis, il y a tout un guide, un questionnaire également à remplir qui correspond effectivement à la contribution de patients sur cet accès précoce. Ce que l'on peut constater, c'est que ce système a été mis en place donc mi-2021 et il y a eu une vingtaine de contributions écrites pour 12 dossiers d'accès précoce sur l'année 2021, donc en 5 mois. Donc, ça veut dire que les patients les associations de patients se sont aussi beaucoup mobilisées pour l'accès précoce. Et puis, en contrepartie, la HAS a fait également 10 auditions d'associations de patients dans le cadre de ces accès précoces. Donc là, vous allez voir par rapport à l'évaluation sur les dossiers, on voit que les associations de patients sont quand même très impliquées, en tout cas, la HAS est très demandeuse d'informations sur l'accès précoce tout particulièrement. Est-ce qu'on peut passer la diapo suivante ?
Voilà, alors là, je vais peut-être faire de la répétition par rapport à l'intervention de Sarah Lou en disant qu'effectivement, au-delà des contributions dans l'accès précoce ou dans l'évaluation, les patients participent également aux travaux de la HAS. Donc, on a vu aux travaux des différentes commissions, du Conseil pour l'engagement des patients, des groupes de travail. Il y a des consultations qui sont faites aussi en ligne régulièrement. Et ceci selon deux modalités, je tenais à le préciser également, en tant que patient et usager, qu'ils soient membres ou non d'une association d'usagers agréés, peuvent participer certaines fois à titre individuel pour apporter leur expertise, notamment dans les groupes de travail ou les phases de relecture de certains documents qui concernent les patients. Donc là, ils sont à titre individuel. Et puis, bien, comme on l'a dit, sur d'autres projets et d'autres contributions, que ce soit agréé ou non, au niveau du programme, au niveau des travaux de la HAS. Diapo suivante. Voilà, juste un petit focus effectivement sur le Conseil pour l'engagement des usagers qui a été, donc cette commission a été mise en place en 2019. Elle est présidée par Christian Saout, donc qui est très bien connu de l'univers des patients, des associations de patients. Et donc, effectivement, c'est dans ce cadre-là où il y a une forte contribution. Et vraiment, cette commission, elle est vraiment axée autour de l'usager et de sa prise en compte et de son interaction dans le système, en tout cas de santé français. Et en 2021, pour vous dire un petit peu sur quel type de travaux cette commission, en tout cas, a fonctionné, ils ont travaillé sur la réforme de l'évaluation, par exemple, des établissements sociaux, médico-sociaux, sur les attentes de patients en matière de reconstruction mammaire. Voilà, c'est un projet complètement différent. L'engagement aussi des patients dans l'équipe PACT au sein des établissements de santé. Donc, on est vraiment aussi la prise en charge des patients au sein des établissements de santé. Et puis, ils ont partagé aussi et travaillé sur le document d'information des usagers sur la prise de décision pour la vaccination Covid-19. Donc voilà, donc il y a vraiment des travaux très très différents dans cette commission et très large où effectivement il y a des représentants du système d'usagers de santé dans cette commission particulière. Diapo suivante. Bon, là, on l'a dit, effectivement, dans chaque commission, donc là, c'est plus particulièrement la commission de la transparence et la commission d'évaluation économique et de santé publique, ce sont les noms, effectivement, des usagers de santé qui font partie de ces différentes commissions en qualité d'association de patients. Certains sont médecins, comme Jean-Pierre Thierry, par exemple, de France Asso Santé. Il est représentant d'association de patients, mais en même temps professionnel de santé. Et d'autres également, comme Catherine Simone. Juste un point plus pratico-pratique, c'est dans le cadre des contributions, effectivement, lors des évaluations, ces représentants font en principe part à la commission, notamment de la transparence, des contributions qui ont eu lieu pour l'évaluation du médicament. C'est eux qui prennent la parole à ce moment-là pour l'évaluation par rapport aux contributions. Après, on retrouve dans les avis, donc on va voir un peu plus loin, la diapo suivante. Dans les avis concernant le médicament, alors là, on n'est pas sur les avis, je suis un petit peu allée vite, mais sur la contribution au patient, c'est le même process qu'avec la CNEBIMS. Voilà. Depuis novembre, les patients ont la possibilité de contribuer, ils vont sur le site, ils récupèrent le questionnaire, ils remplissent le questionnaire et leur contribution est lue lors des évaluations des médicaments. Isabelle, j'aurais une question justement, mais qui pourrait s'adresser aussi à Sarah Lou, qui est une question évidemment pour qu'il y ait un peu de débat et de discussion. On en avait parlé, mais c'est finalement, donc ces associations de patients, on voit qu'elles ont un rôle qui est en tout cas qui est affiché, qui est inscrit dans la loi et qui leur donne une place dans ces commissions. Et quel est leur poids finalement au moment de la décision? Alors là, le point que j'allais effectivement. Alors, sachant que dans le cadre du webinaire, il y a des représentants d'associations de patients qui nous écoutent et à la fois évidemment des dirigeants et personnes qui sont dans des entreprises. Voilà. Ce
qu'on peut noter en tout cas, c'est depuis la mise en place de cette contribution, c'est qu'il y a une force sur le médicament. On voit que la contribution des associations de patients est vraiment grandissante, puisqu'en 2021, on a, je dirais un peu plus, presque la moitié, on va dire, des dossiers qui ont été ouverts à contribution où il y a eu des contributions, puisque c'est 107 sur 242. Et c'est tout le temps vraiment en croissance régulièrement d'une année sur l'autre. On voit que ça évolue de plus en plus. Par contre, ce que je voulais aussi signaler, c'est que comparativement à la CNEDIF, la HAS auditionne peu les associations de patients en tant qu'expertise. Elle l'a fait qu'une seule fois, par exemple en 2021, dans le cadre de la réévaluation des glycosines dans le diabète de type 2. Mais c'est plutôt rare. Et puis, sur les avis économiques, comme on l'a dit, il y a déjà peu d'avis économiques et il y a encore moins de contributions par rapport à ça. Bon, ça, c'est logique. Par contre, le poids, c'est ce que j'ai mis. On a quand même encore une difficulté à analyser l'impact de cette contribution. Il y en a beaucoup, de plus en plus, mais par contre, quel est l'impact et le poids dans l'évaluation finale du médicament? Je vais être assez franche. Je pense que l'impact à ce jour est encore assez faible. Il va falloir que cet impact soit grandissant parce que quand on consulte, comme vous le savez, toutes les transcriptions des séances sont mises à disposition. Et quand on consulte les transcriptions, on voit effectivement que les contributions, elles sont présentées, mais on retrouve rarement dans la conclusion l'impact qu'elles ont eu sur l'évaluation, parce qu'on sait que l'évaluation, elle est quand même à 90% basée sur les données cliniques qui sont présentes dans le dossier. Alors, par contre, on voit que les données cliniques, quand il y a des données issues des questionnaires de qualité de vie, et si c'est fait méthodologiquement et que c'est suffisamment robuste, on prend en compte la qualité de vie. Et souvent, on y associe effectivement le lien avec la contribution patient. Mais il faut quand même être très clair que c'est pas sur la contribution patient et sur les données de qualité de vie à l'heure actuelle qu'est basée l'évaluation du médicament. C'est vraiment sur la donnée clinique d'efficacité et le rapport efficacité-tolérance, bien évidemment. Et Sarah Lou, sur ton expérience sur le DM? Alors, je pense que quand on parle de l'évaluation, effectivement, la qualité de vie va pas forcément, je sais pas, c'est rare que l'ASA soit, le niveau d'ASA soit uniquement basé sur la qualité de vie, etc. Mais maintenant, on le voit quand même de plus en plus. Après, Isabelle, par rapport au DM, je te rejoins, mais je dirais que quand même, du fait qu'il y a un représentant des usagers qui soit vice-président, quand on regarde les transcripts, il a quand même un poids qui est important. Donc, je pense que dans le dispositif médical, c'est peut-être un tout petit peu plus avancé à ce niveau-là, de par aussi les technologies. Enfin, la différence entre la molécule et une technologie médicale, les associations de patients. Pardon ? Oui, on entend. Je pense que c'est un tout petit peu plus avancé. Maintenant, c'est pas, on n'est pas encore, je pense, sur un objectif complètement atteint, mais ils ont de plus en plus de place quand même. Ok. Et c'est vrai qu'on pourrait recommander peut-être aux industriels, medtech, biotech qui nous écoutent, c'est vrai que c'est quand même important dans le cadre du dossier d'aller ajouter justement, pas forcément du témoignage patient, en tout cas de pouvoir prouver que les associations les plus reconnues dans telle ou telle pathologie qui concerne évidemment votre produit ont un intérêt et de le présenter. Parce que quand on comprend qu'en pratique, c'est vrai qu'il y a une place qui est affichée, mais qui cherche finalement encore un peu sa place dans le processus de décision, je pense que c'est une bonne recommandation que de l'intégrer dans le dossier, en tout cas, comme on peut avoir des avis de sociétés savantes qu'on peut joindre dans le cadre des dossiers de demande de prise en charge. Ça, je pense que ça a son importance. Il y avait juste peut-être un commentaire qui nous dit tout à fait d'accord sur l'évaluation des médicaments par les autorités, qui se fait essentiellement sur les données cliniques et assez peu sur la qualité de vie.
il y a une vraie faiblesse des échelles de qualité de vie et de leur validation pour beaucoup de pathologies. Voilà. Je ne fais que lire un commentaire du chat. Voilà. Voilà, Isabelle, tu peux reprendre. Ok, la diapo suivante. Voilà, je voulais aussi insister sur le fait qu'il y a un plan stratégique pour la HAS 2019-2024. Et vraiment, ce plan stratégique montre quand même la volonté de la HAS de faire de l'engagement des patients, des usagers, une priorité. Donc, on retrouve quand même dans ce plan stratégique tout ce qu'on a vu et tout ce qui a été mis en place déjà, le conseil le CEU, enfin voilà, toutes ces commissions et tout sont issues de ce projet stratégique, mais vraiment c'est une vraie volonté de la HAS. Alors effectivement, on peut regretter pour l'instant que ce soit pas pris à la hauteur des attendus, en tout cas, mais il y a une vraie volonté. Donc, il faut le noter, et je pense que d'année en année, les contributions patients, l'implication des patients va prendre de plus en plus de poids dans l'évaluation future. La diapo suivante. Voilà, alors là, on est sur la partie CEPS, donc là, on est sorti de la partie HAS pour rentrer effectivement sur la dernière étape dans le market access de médicaments, qui est la négociation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc, il y avait un accord cadre qui a été renouvelé entre les associations de patients et le CEPS. Alors, dans un cadre effectivement très limité, puisque les patients peuvent être sollicités à être auditionnés par le comité, ou alors le comité peut les solliciter, pas sur la partie bien évidemment de la négociation du prix, mais plus pour avoir une meilleure connaissance et échanger directement sur effectivement l'impact de la pathologie, l'apport de ce nouveau médicament, ce que ça va changer en termes de qualité de vie, voilà. Et puis surtout, l'avantage, c'est que quand les associations de patients sont sollicités ou auditionnés par le comité, ça aide souvent à accélérer aussi un peu les négociations pour que l'ensemble des patients puissent avoir un accès au plus vite, en tout cas aux médicaments. Tout ça donc est encadré au niveau du CEPS. Ils reçoivent quelques informations, mais pas d'informations en tout cas confidentielles sur le secret des affaires. Voilà, et puis ça se passe dans un cadre où ils ont un comité d'interface qui est prévu entre le CEPS et l'association de patients 2 fois par an au minimum. Donc, ils sont un peu tenus au courant, les associations de patients. Et on voit quand même que dans les 2 dernières années, il y a quand même, malgré cet accord cadre, il y a quand même eu peu d'interactions entre les associations de patients et le CEPS, puisque je vous ai listé dans les 2 derniers rapports publiés à l'heure actuelle du CEPS 2019-2020, la liste des associations de patients qui ont été entendues au niveau du comité. Donc, vous voyez que c'est encore assez restreint au niveau du comité économique. Et puis, la dernière diapo, c'est juste pour rappeler aussi aux industriels du médicament qu'il y a aussi également prévu dans l'accord cadre, cette fois-ci l'EM-CEPS, un échange avec les représentants d'usagers aussi dans ce cadre-là. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi, et qu'il y a normalement une réunion qui doit être tenue pour faire un point d'échange, en tout cas, avec les industriels, le CEPS et les représentants des usagers. Je crois que c'était ma dernière diapo. Merci Isabelle. Je vais reprendre, il y a quelques petites réactions dans le chat. Donc, il y a une personne qui a qui a eu une bonne expérience sur le travail, voilà, en disant, je ne suis pas vraiment d'accord sur ce qu'on a pu dire, en disant, quand les associations de patients travaillent bien, et si le médicament change véritablement la vie du patient, on a des recommandations CT très positives. Remboursement au-delà, sous-groupe de l'étude pivotale, SMR améliorée, etc. Alors, ça, évidemment, mais je partage en partie votre point, c'est que quand l'association travaille bien, je pense que toutes les associations travaillent bien,
mais c'est surtout que si le médicament change véritablement la vie du patient, mais malheureusement, les innovations ne changent pas, en tout cas toutes les innovations ne peuvent pas, et ce serait bien hein, que la vie des patients soit changée, évidemment. Du coup, dans ce cadre-là, quand on a un super produit, entre guillemets, avec des super conséquences, c'est certain qu'on obtient des avis de CT et que, a fortiori, le soutien de l'association de patients dans la pathologie peut vraiment encore plus appuyer et on va aller chercher au-delà. C'est vrai. Après, la difficulté, c'est que même si on a des produits très innovants, je pense à un dossier où on avait une maladie orpheline qui est très, très invalidante et où la seule alternative, c'était des chirurgies assez lourdes. Eh bien, le produit était certes innovant, mais on y avait vraiment un aléa sur son bénéfice clinique, mais que les conséquences quand même qu'on pouvait attendre, c'était une réduction du caractère invasif de la chirurgie. Il y avait beau avoir l'association de patients qui est justement la seule dans la pathologie, l'ACT n'a pas forcément rendu l'avis favorable qu'on attendait pour une prise en charge. Donc c'est délicat et je pense que c'est quand même encore plus dans le médicament que dans le DM, mais maintenant aussi dans le DM évidemment. Il y a des situations exceptionnelles qui permettent d'avoir des décisions exceptionnelles. Ça, c'était juste pour répondre à ce commentaire-là. Il y a une personne qui insiste sur le fait que la réforme de l'accès précoce va dans le sens d'une mise en valeur des données de qualité de vie, d'où la nécessité de faire un bon relevé de ces données dans le cadre du PUT-RD, donc le protocole d'utilisation thérapeutique. Et évidemment, la qualité de vie, c'est un élément essentiel, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Peut-être une recommandation à partager, et c'est un peu ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message, mais c'est repris dans le chat, c'était solliciter finalement les patients dès le début de la recherche clinique, après le préclinique, et pas seulement en phase 3, en phase 4. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, il y a un lien aussi vers une société qui propose sur la partie évaluation, attention, etc. Je vous laisse voir dans le slide. Ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus, c'est que les patients font partie de l'élaboration du protocole clinique, hein, de plus en plus selon les industriels. Donc, ils sont mis très en avant, y compris au niveau du protocole clinique. Hein. Donc, notamment, juste pour aussi avoir leur avis sur les questionnaires de qualité de vie, comme on l'a vu dans le chat. Il y a toujours de grosses questions autour de ces questionnaires de qualité de vie, mais justement, pour savoir si ça va vraiment répondre à la pathologie, parce que comme on a vu, il y a deux types de questionnaires. Il y a les questionnaires purement généralistes qu'on est obligé quand même de fournir, en tout cas pour la CT, elles les attendent, et après les questionnaires qualité de vie spécifiques de la patho, mais selon les pathologies, on sait que tous les questionnaires, d'abord, on n'en a pas pour toutes les pathologies, et en plus, ce ne sont pas toujours les plus pertinents finalement, et on s'en rend compte. Donc parfois, il y a peut-être aussi nécessité de mettre en place, mais ça, faut l'anticiper très très en amont, un questionnaire de qualité de vie beaucoup plus adapté que ce qui est à l'heure actuelle publié, validé. Mais ça veut dire un gros travail très en amont, hein, et international, parce qu'il faut en plus qu'il soit reconnu internationalement. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'une association d'un autre pays européen, d'Europe, peut être agréée par les instances nationales? Alors, je ne crois pas, je ne vais pas trop m'engager là-dessus, mais en principe, dans les critères de la commission d'agrément dont je vous ai parlé, ce que va regarder l'agrément, c'est vraiment au niveau régional ou au niveau national. Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi une association… En fait, c'est plutôt l'association nationale qui serait membre. J'en sais rien, si on parle en cardiologie, par exemple, la Société française de cardiologie qui va être membre ou jumelée avec l'ESC, le European Society of Cardiology. Et je ne pense pas que l'association européenne vienne chercher ou solliciter un agrément au niveau national. Elle le fait via une association de membres affiliés, jumelés, comme vous voulez, au niveau national. Voilà. Il y avait un commentaire aussi de Guillaume Sublet là. Il est aussi possible de faire revoir les protocoles pour qu'ils soient plus intelligibles. Ça va dans le sens des recours européennes. Ça, on est tout à fait d'accord. Et Olive.
Je ne sais pas si Isabelle ou Sarah Lou, vous avez des commentaires. S'il y a d'autres questions qui veulent être posées dans le chat, il nous reste quelques minutes. On n'est pas… Oui, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, peut-être déjà vous remercier tous pour votre participation au nom de France Biotech, puisque Frédéric a dû nous quitter pour une autre réunion, Frédéric Girard. Donc, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Il y a dans le chat un des prochains événements organisés par France Biotech sur 2 événements, un sur les essais cliniques et un sur les marchés hospitaliers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci encore à tous et à très bientôt. Et vous aurez nos coordonnées évidemment dans la présentation si vous avez des questions ponctuelles de précision sur notre intervention. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. semaine.